que disent les stratégistes de la situation de marché? John Plassard est avec nous en visioconférence depuis Genève, spécialiste en investissement de la banque Mirabeau. Bonjour et bienvenue John. Merci beaucoup d'être avec nous. Effectivement, question sur le sentiment de marché et les enjeux techniques du moment, puisqu'on comprend que le marché est quand même porté par beaucoup de psychologie, beaucoup de sentiments et de facteurs techniques, au-delà des aspects fondamentaux sur lesquels on pourra revenir, John. Mais que vous inspire notamment la séance de vendredi à Wall Street, qui a été particulièrement impressionnante, un rebond impressionnant des marchés américains pour une semaine qui reste quand même une semaine négative sur les marchés US. Oui, tout à fait. Bonjour Grégoire, la 7e de baisse pour le Dow Jones, c'était pas vu depuis le début des années 2000. Vous avez le deuxième plus mauvais démarrage de l'année depuis la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez un Nasdaq qui, malgré le rebond extraordinaire de vendredi, perd toujours 25%. Vous êtes quand même dans une situation où, lorsqu'on regarde le rebond de vendredi, on se dit évidemment que c'est un rebond technique. Parce qu'il n'y avait pas vraiment de facteur déclencheur là-dedans. D'autant plus qu'on a toujours ce débat entre l'inflation, la baisse de la croissance, etc., qui fait que ça amène beaucoup plus de doutes. Alors maintenant, comme vous l'avez dit avant, ce qu'il nous faut, évidemment, c'est avoir un petit peu plus de conviction pour qu'on puisse se stabiliser, tout du moins, sur ces marchés qui, vous en avez parlé avant, on voit des valeurs d'une qualité extraordinaire, qui sont évidemment sous pression. Et puis on a vu, vous savez, Grégoire, les résultats des entreprises américaines, même européennes, mais si je me focalise sur les États-Unis, étaient très bons. Donc on n'est pas dans une situation où on est en décélération dans la communication des sociétés qui publient. Donc, on n'est pas mauvais, mais le momentum, parce qu'il faut parler de momentum, je pense, aujourd'hui, avant les fondamentaux, le momentum, il est mauvais. Et lorsque le momentum est mauvais, qu'est-ce qu'on fait ? On attend un peu, malgré le rebond. On se dit que oui, un rebond de 4% sur le Nasdaq, il aurait mieux valu être dedans. Mais le problème, c'est que, on voit qu'il y a énormément d'interrogations. On aura peut-être une semaine technique ici, on va monter, parce que, vous l'avez aussi dit, il y a cette échéance d'options qui est très importante vendredi. Mais sinon, les fondamentaux, il faut que, en fait, fondamentalement, qu'est-ce qu'il faut pour ces marchés rebondissent ? C'est la question que tout le monde se pose. Eh bien, il faut que les investisseurs aient tout digéré. C'est quoi tout digérer ? C'est déjà évidemment, la Fed va continuer à monter ses taux à un rythme de 50 points de base, que la BCE, on l'a vu dans les dans les nouveaux consensus. Là, maintenant, on voit que les économistes parient sur 3 hausses de taux en zone euro cette année, alors que c'était à exclure totalement il y a quelques semaines. Donc ça, c'est des digestions qui doivent être faites. Ouais, effectivement. Bon, pour l'instant, on le voit bien, chaque mouvement de rebond sur le marché a plutôt été mis à profit par les investisseurs pour sortir du marché, pour vendre ces rebonds. Donc, on verra la suite de l'histoire, mais on attend pour l'instant une ouverture plutôt négative sur le marché américain, selon les indices futurs. Et en Europe, on est plutôt orienté sur du 0, voire du 0- pour certains indices à mi-journée. Dans la partie fondamentale, John, alors on a pris connaissance des dernières données d'activité chinoises pour le mois d'avril. Toute une série de données d'activité qui vont de la production industrielle aux investissements, en passant par la vente au détail, le marché du travail, etc. Bon, il n'y a rien qui va. Évidemment, est-ce qu'il faut en être surpris ? Qu'est-ce qu'on peut dire de l'ampleur du choc sanitaire à nouveau sur l'économie chinoise, John ? Je dirais que non, on n'est pas surpris, mais on est surpris de l'ampleur, parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y a un consensus qui se dessine ici à chaque fois qu'il y a des chiffres économiques qui sont sortis. Donc on sait évidemment qu'il y a des dommages collatéraux et profonds du blocage du Covid. Donc évidemment, mais là, lorsqu'on voit que les ventes au détail perdent plus de 11% et que la production industrielle, qu'on attend légèrement au-dessus de zéro, perd quand même 2,9%. Donc c'est extrêmement violent. On s'y attendait pas, pour être très honnête, on s'attendait pas à un tel déclin. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire très concrètement on va avoir au deuxième trimestre une très forte contraction du commerce mondial en volume, bien évidemment, et ça va peser. Alors, ça va peser sur la Chine, évidemment, on vient de le voir, mais ça va aussi peser sur le reste du monde. Vous savez, Grégoire, on estime que le ralentissement de la demande chinoise, qui est forcée, je dirais, à cause de cette politique zéro, va coûter 140 milliards de dollars au reste du monde qui ne pourront pas exporter vers la Chine. Et de l'autre côté, donc du côté de l'offre,
bah, évidemment, l'arrêt brutal de l'activité des industries, bah, on va avoir un problème, on le sait déjà, ces fameux goulets d'étranglement dont on parle très souvent. Bah, évidemment, on a toujours une problématique sur les secteurs de l'électronique, l'automobile, etc. Alors ça commence à être intégré, hein, évidemment, par le consensus, mais ça va faire mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au-delà de la guerre en Ukraine, eh bien, la Chine, vous ne pouvez pas mettre cette problématique de côté. Donc c'est un double choc pour la croissance en Europe et un peu moins pour les États-Unis, mais c'est quand même un choc très important. Bon, la Commission européenne qui vient d'ailleurs de réviser en baisse ses prévisions de croissance pour cette année, en zone euro notamment, et qui voit au mieux 2,7% de croissance cette année, avec une inflation qui restera supérieure à 6%. Hein. Ce sont les dernières prévisions donc, qui ont été émises par Bruxelles ce matin. John, tiens, à propos de prévisions, on suit toujours avec attention les mouvements des grands stratégistes de Wall Street. Goldman Sachs, ce week-end, je crois, a remis à jour certaines de ses prévisions sur le niveau des taux d'intérêt, sur les perspectives de croissance aux États-Unis et donc, in fine, sur le niveau du S&P 500 en fin d'année. Qu'est-ce qu'on peut retenir alors de la cible, de l'objectif de Goldman Sachs, mais sachant que Goldman Sachs vient d'un objectif sur le S&P 500 qui était à 5100 points il y a 3 mois, je crois, John. Exactement, tout à fait. Bah là, ils sont à 4300 points. Alors, vous me direz, c'est plus élevé que les niveaux actuels, mais il faut quand même rappeler qu'à ce rythme de baisse, eh bien, on voit qu'ils vont continuer à baisser. Hein. Comme toutes les grandes institutions, chaque mois ou chaque 2 semaines, ils baissent leurs objectifs de cours hein, sur le S&P, voire les remonter en fin d'année, on ne sait pas. Ce qu'il faut remarquer, qui est aussi assez intéressant, c'est que on a les stratèges de la banque qui disent que maintenant la croissance américaine va être de 2,4% en 2022. Ils étaient à 2,6%, donc on ne parle pas de récession ici. Et puis pour l'année prochaine, on est à 1,6 contre 2,2 qui était avant. Mais ça, c'est les stratèges. Maintenant, quand on écoute ce qu'a dit le CEO de la banque ce week-end, il dit qu'il faut se préparer à un risque de récession. Mais il ne parie pas sur le risque de la récession, mais il dit qu'il faut se préparer à un risque de récession. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très flou, hein, tout ça. C'est-à-dire que d'un côté, on dit qu'on aura quand même de la croissance, et de l'autre côté, on dit qu'il faut faire attention dans la même institution, mais ce n'est pas nouveau. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, on est, et c'est ce qu'on ne peut pas nier, on est dans une situation où on vit dans une baisse de la croissance. Donc, si on doit adapter son portefeuille, eh bien, il faut l'adapter dans une situation de baisse de portefeuille qui va nous amener, peu importe si c'est l'année prochaine ou si c'est en 2024, qui va nous amener à une récession parce que c'est le cycle économique normal. C'est ça, je veux dire, il ne faut pas être étonné. Après, si votre récession, elle dure 2 ou 3 trimestres, ça c'est, Grégoire, c'est 11 mois, je crois, 11 mois et une semaine. En moyenne, une récession. Donc, c'est pas énorme, c'est 3 trimestres. Allez, un petit peu plus que 3 trimestres, c'est pas dramatique. Maintenant, si c'est plus long et plus fort, évidemment, ça fera mal. Mais si on adapte son portefeuille, notamment en jouant des valeurs de dividendes dont les sociétés ont la capacité de monter les dividendes, hein, pas juste pour cacher quelque chose, et d'un autre côté, le pricing power, c'est-à-dire la fixation des prix, ce qu'on avait déjà vu, c'est-à-dire que dans un environnement inflationniste, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ces sociétés ont la capacité de remonter leurs prix pour garder leur marge. C'est ce qu'on joue, malheureusement, je dirais pour le consommateur, mais c'est ce qu'on joue dans cet environnement où on a de l'inflation et on a une baisse de la croissance. Très clair. Effectivement, des marchés qui restent sur la défensive et qui privilégient effectivement la qualité, le dividende notamment. On parlait du secteur télécom tout à l'heure. Hein, c'est un des secteurs emblématiques justement qui est recherché depuis quelques mois par les investisseurs, notamment pour sa composante dividende. Merci beaucoup John. John Plassard avec nous en visioconférence depuis Genève, spécialiste en investissement de la banque Mirabeau. Voilà pour cette édition Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct pour une nouvelle heure d'émission sur Bismart.